Bonsoir à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver en cette fin de journée qui n'est pas encore tout à fait finie pour aborder un nouveau sujet qui est le développement durable et la frugalité numérique. Je suis Stéphane Ettinger d'AWS, directeur technique pour la France, et je suis accompagné de Paul, si tu peux te présenter. Bonjour, je m'appelle Paul Pacheco, je suis le CTO de Phoenix et on va parler un peu de mon cas client, un peu en fin de présentation. Merci Paul. Donc, je vous propose de regarder plusieurs aspects de la frugalité numérique. Et ça va être une session assez exclusive, dans la mesure où, vous savez, on donne souvent assez peu de détails sur ce qui se passe dans les data centers d'AWS, comment ils sont construits. Et donc là, je vous propose d'ouvrir un tout petit peu le capot et de regarder certains aspects. Alors, dans la présentation, je l'ai proposé, et j'ai un petit peu paraphrasé Marc Andreessen sur Software is eating the data center, et on va voir comment justement l'innovation basée sur le logiciel permet de redéfinir complètement la manière dont on opère les data centers, dont on opère l'infrastructure. Et ça a des bénéfices financiers, ça a des bénéfices de développement durable et de consommation. Ça a aussi des bénéfices pour vous, pour vos applications. Donc on va regarder tout ça. Déjà, la frugalité, c'est un sujet qui vous passionne certainement, mais qui nous passionne particulièrement chez Amazon. Vous le savez peut-être, mais notre culture est très forte et elle est guidée par 14 principes de leadership. Un de ces principes, c'est la frugalité. Et l'idée de la frugalité, c'est pas de dépenser moins, c'est au contraire d'être capable d'investir et d'investir massivement, notamment dans de la technologie, pour être capable d'être plus efficace, de pouvoir faire les choses mieux et de pouvoir faire plus avec moins. Et donc, on va essayer de regarder un petit peu, d'illustrer. Donc, d'abord sur la partie infrastructure en elle-même, et ensuite après sur comment mieux utiliser le cloud et développer plus vert. Alors, je vous propose de commencer par déjà la consommation électrique, qui est un élément fondamental. Euh, Commençons par une évidence. Déjà, l'électricité la plus verte, c'est celle qu'on ne consomme pas, indépendamment du mix énergétique. Il y a un premier phénomène dont on parle peut-être pas forcément énormément, mais c'est que déjà le cloud consomme 3,6 fois moins d'énergie que les data centers classiques. Alors ce chiffre peut vous paraître assez étonnant. Je vous propose de rentrer un tout petit peu dans le détail. Donc c'est des études qu'on a faites il y a quelques années, donc je pense que même le chiffre est un petit peu plus impressionnant aujourd'hui, et qui sont basées sur des médianes de marché. Alors, le propre des médianes, c'est qu'il y a la moitié des clients qui sont en dessous et la moitié des clients qui sont au-dessus. Donc là, je vous donne des chiffres. Il est possible que vous ayez des chiffres différents si vous avez des data centers ou si vous utilisez de l'infrastructure dans des data centers existants, mais ça donne des bons guides. Je vais commencer par celui du milieu qui est le PUE, que vous connaissez peut-être, le Power Usage Efficiency, qui dit quelle quantité d'électricité vous devez amener à un serveur par rapport à son utilisation réelle. Donc, quand vous êtes à un PUE de 1,7, pour 1000 watts efficaces sur un serveur, il faut utiliser 1700 watts dans l'ensemble de l'infrastructure. Donc, dans les clouds, j'ai pris un chiffre très conservateur d'un PUE de 1,2. On est probablement très en dessous, mais ça donne déjà un élément. En réalité, l'élément le plus intéressant, c'est celui que vous avez à gauche, qui est le taux d'utilisation des serveurs. Et une des grandes chances dans le cloud, c'est que ça nous permet de mutualiser des usages de clients extrêmement différents, qui ont des usages complètement décorrélés. Certains vont avoir besoin de beaucoup de capacité le soir, par exemple, comme Netflix, qui est au moment où tout le monde va regarder les séries télé. D'autres vont peut-être avoir plutôt besoin de capacité pendant les heures de bureau. D'autres encore la nuit ou le week-end. Et tout ça, ça nous permet finalement que ces ressources précieuses que sont l'électronique, les serveurs, les disques, le stockage et ainsi de suite, puissent être du coup mutualisées entre de très nombreux clients. Et quand on ajoute tous ces chiffres-là, on arrive à moins 83% sur la consommation électrique. Donc ça, c'est déjà, ça consomme moins. Et après, il y a bien sûr aussi utiliser une électricité de plus en plus verte. Les chiffres que j'ai là, et mon excuse, sont un petit peu anciens. J'espère qu'on aura des chiffres très bientôt. En fait, actuellement, nous avons notre événement mondial qui s'appelle reInvent, et hasard du calendrier, exactement en ce moment a lieu une keynote qui va parler de technologie et qui va aussi parler d'efficacité énergétique des data centers. Maintenant, regardons juste le mix énergétique. Chez AWS et même dans l'ensemble du groupe Amazon, nous sommes très volontaires sur les impacts carbone. Et donc, nous avons créé une initiative qui s'appelle The Climate Pledge, dont l'objectif, c'est d'être neutre en carbone 10 ans avant les accords de Paris, donc d'ici 2040.
C'est vrai pour l'ensemble des activités Amazon, mais aussi pour d'autres entreprises qui nous ont rejointes. Et quand on parle d'électricité renouvelable, notre objectif, c'est d'être à 100% renouvelable en électricité d'ici 2025. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 50%. Et alors, les nouveautés que je voulais vraiment partager avec vous qui datent d'aujourd'hui, c'est les deux que vous voyez à gauche. C'est d'une part un très très gros contrat, un immense contrat que nous avons signé avec Engie pour plus de 650 mégawatts d'énergie renouvelable. Et ça porte le groupe Amazon comme le plus grand acheteur au monde d'électricité renouvelable avec des centaines de projets, dont des projets en Europe, dont d'ailleurs avec Engie un nouveau projet en France, mais également en Italie, en Espagne, en Suède, en Irlande et dans beaucoup d'autres pays. Donc voilà un petit peu déjà sur cette première approche qui est l'électricité que consomment les data centers. Mais je voulais regarder peut-être un peu plus loin sur les composants en eux-mêmes. Parce que la consommation électrique, c'est une chose, mais comment gagner en utilisation des différents composants? Alors, pour simplifier un petit peu, c'est très simplificateur, mais en gros, quand on regarde un data center, il y a 3 grandes composantes qui sont les serveurs, le réseau et le stockage. Et la chance que nous avons également quand on regarde la frugalité, c'est qu'il y a une corrélation directe entre l'utilisation de ressources, que ce soit électriques et matérielles, et la facture que vous payez quand vous utilisez un cloud comme AWS. Donc, en fait, beaucoup des éléments que je vais vous donner permettent de réduire l'empreinte de ressources et une conséquence directe, c'est que ça permet de réduire votre facture AWS. Et on verra après dans l'autre sens, c'est vous, comment participer, contribuer à ça. C'est chaque fois que vous arrivez à changer quelque chose dans votre infrastructure pour réduire la consommation, pour réduire la facture AWS, en fait, ça réduit les ressources. Alors, commençons par les serveurs. De par la taille d'AWS, ça ne vous surprendra pas, le design des serveurs est spécifique à AWS et parce qu'il y a des économies et de l'efficacité qui est meilleure pour ça. En réalité, il y a un autre élément, Il y a un autre élément qui est encore plus intéressant, c'est en termes de logistique, nous utilisons les mêmes familles d'équipements partout dans le monde. Alors chez nous, ça a des noms de famille comme la C5 ou la M5 et ce sont exactement les mêmes serveurs que nous utilisons aux États-Unis, en Europe, ou même dans vos propres data centers si vous utilisez Outpost. Et quand on a quand on a un nombre très très limité d'équipements et de types de matériel, c'est le bonheur de la logistique. Parce que ça veut dire que vous pouvez bien mieux optimiser à la fois la logistique des serveurs en eux-mêmes, mais aussi l'utilisation des composants. Parce que du coup, ce sera les mêmes processeurs Intel, les mêmes barrettes de mémoire, vraiment les mêmes composants d'électronique dans l'ensemble de ces serveurs. Donc là, il y a des gains en efficacité. Mais néanmoins, on a voulu apporter et on a investi massivement, ça fait partie de la frugalité, dans un élément qui est primordial, et vous le comprendrez un petit peu après, et on appelle ça les cartes Nitro. Donc, ce sont des sortes de coprocesseurs de virtualisation qui font que ça nous permet de faire croire au serveur et au processeur qu'il parle à un disque, la NVMe, donc un disque flash, ou qu'il parle directement avec la carte réseau. Mais en réalité, ces cartes Nitro contiennent un processeur et de l'électronique. Et chaque fois que le processeur Intel, par exemple, de la carte mère, va envoyer un paquet réseau pour communiquer avec le reste du monde, en fait, ce coprocesseur va capturer cette commande. Et il y a du code AWS qui va tourner pour modifier, pour contrôler, appliquer des règles de firewall, pour faire du chiffrement à la volée également. Et donc, cette capacité de pouvoir intégrer du code qui va être entre le processeur central et le reste du monde est absolument clé pour permettre de la virtualisation et pour permettre de faire beaucoup d'autres choses qu'on va voir juste après. C'est aussi clé parce que ça nous permet facilement d'intégrer du nouveau matériel, mais également de suivre les évolutions. Donc, si vous connaissez les familles AWS, la C5N qui est sortie il n'y a pas très longtemps, on est passé à 100 gigabits par seconde avec du chiffrement à la volée. Mais c'est exactement les mêmes technologies qui nous ont permis de sortir il y a une semaine des instances macOS. Donc en fait, des Mac mini, des vrais Mac mini qui sont dans des racks, dans des serveurs, mais qui, grâce à cette technologie, peuvent être intégrés dans votre environnement réseau VPC, peuvent utiliser les load balancers, peuvent utiliser la totalité des fonctionnalités que vous avez dans le cloud AWS. Donc les serveurs, on a vu, il y a cet aspect de virtualisation, mais le fait d'avoir ces cartes nous permet de faire des choses complètement différentes.
Maintenant, on va regarder le réseau. Le réseau, c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà comment c'était il y a de nombreuses années. Ça, c'est un exemple de type Terra Router. Ce sont des équipements qui coûtent extrêmement cher, qui sont bourrés d'électronique dédiée, pas du tout standardisés, qui consomment énormément et qui sont potentiellement fragiles. Quand ces équipements tombent en panne, il y a des ingénieurs qui courent dans les data centers. Enfin, c'est quelque chose qu'on a voulu remettre en cause et redéfinir de manière complètement différente. Alors ça, c'était il y a 15 ans. Aujourd'hui, à quoi ça ressemble? Alors, c'est pas très visuel. Je vous ai pris un premier exemple, ce sont les load balancers. Les load balancers bas niveau. Alors, sur le rack, ça se voit pas très bien, mais en fait, ce sont de simples serveurs Linux. De simples serveurs sur processeur Intel, du Linux, des cartes réseau relativement classiques. Et ça nous permet de réduire énormément les coûts, bien sûr, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Ça nous permet également d'augmenter la résilience parce qu'il y a beaucoup d'équipements et s'il y en a un qui tombe en panne, c'est pas très grave. Mais en fait, ça va peut-être vous surprendre parce que, et quand je parle ici de load balancer, c'est pas du HAProxy qui tourne sur un serveur Linux. Hein. On est vraiment dans le cœur de réseau et on est sur des load balancers très bas niveau à très faible latence. Et en fait, une des questions des fois que les clients me posent, c'est comment ça se fait qu'AWS puisse mettre un simple serveur Linux là où d'habitude dans un data center, on a de l'équipement haut de gamme avec de l'électronique dédiée, des ASIC, des accélérateurs matériels, des choses comme ça. En fait, la réponse, elle vient justement de cette carte Nitro, qui fait que la fonction de load balancing, elle est répartie. Elle est déjà pré-mâchée dans chacun des serveurs et des hyperviseurs, qui font qu'il y a déjà une petite partie de la répartition de charge qui est faite dans ces cartes. Et quand on peut, comme ça, quand on contrôle la chaîne complète des serveurs émetteurs aux serveurs récepteurs et l'ensemble des switches et des équipements et des load balancers, ben ça nous permet de changer un petit peu les standards. C'est-à-dire que quelque part, les serveurs virtualisés, les paquets qui sortent, ils sont au format VPC. Ils sont encapsulés dans d'autres paquets, ils sont dans un format un peu spécifique qui ne peut être compris que par d'autres serveurs AWS ou par ces load balancers. Mais du coup, en changeant un petit peu ces standards, ça nous permet d'optimiser de manière différente. Et quand quelque part, on redéfinit la fonction d'un load balancer de cette manière-là, eh bien, on peut du coup utiliser de simples serveurs Linux qui vont participer à cette fonction de load balancing avec les mêmes caractéristiques et les mêmes performances que ce qu'on peut avoir avant, voire mieux. Même chose sur les firewalls. Alors voilà la photo d'un firewall. Alors il n'y en a pas. Alors c'est pas qu'il n'y a pas de firewall, mais il n'y a pas d'équipement firewall. Ce que vous avez peut-être l'habitude de voir, parce que c'est la même histoire. En fait, la fonction de firewalling, elle n'est pas concentrée sur un équipement, elle est complètement répartie sur l'ensemble des cartes Nitro qu'on a vu tout à l'heure et sur justement les switches et sur différents éléments. Donc là encore, le fait de repartir sur du software permet de nous donner une agilité, une flexibilité et qui a des impacts en frugalité qui sont directs. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous en tant que client? En fait, c'est un petit peu pareil, là, j'ai parlé des serveurs, il y a la même chose sur les switches et les routeurs. Mais en fait, il n'y a plus vraiment de routeur quand on va avoir un flux entre une machine virtuelle, un serveur et un autre serveur. Là encore, cette fonction-là est répartie dans ces cartes Nitro. Il y a des switches, bien sûr. Et ce que ça nous permet de faire, c'est du coup d'avoir des topologies réseau complètement différentes. Donc sans rentrer dans les détails, ce que les data centers AWS sont construits sur un modèle de maillage complet, qui fait que du coup, ça nous permet de nous assurer qu'il n'y a pas de contention réseau. Donc même si tous les serveurs parlent en 100 gigabits à pleine capacité, ben, il n'y aura pas de goulot d'étranglement dans le réseau. Et donc, ce que ça signifie aussi pour vous, ça veut dire du 100 gigabits sans contrainte, sans avoir besoin de qualité de service, et des latences extrêmement faibles de type 7 microsecondes, justement pour franchir ces différents éléments. Alors, on va parler du stockage aussi, ce sera un petit peu plus rapide parce que je crois que vous avez compris la logique. Voilà un exemple de baie de stockage, donc c'est la version 2016. Vous avez le poids, le nombre de disques. Et en fait, c'est exactement la même histoire. Ce ne sont que de simples serveurs classiques, genre puce x86 avec du Linux. Alors bien sûr, les ratios, il y a beaucoup de disques durs dans ces racks. Et là encore, l'intelligence est dans le software.
Donc, quand vous utilisez un volume EBS, qui est la partie stockage bloc d'AWS, en fait, il n'y a pas d'électronique dédiée, il n'y a pas de SAN, il n'y a pas tous ces équipements qui sont très coûteux en consommation électrique et en composants. Là encore, le logiciel nous permet de faire des choses complètement différentes, mais en vous donnant également des caractéristiques de performance qui sont au moins équivalentes au modèle avec de l'électronique embarquée. Donc là, voilà, on a un petit peu soulevé le capot de ce qui se passe dans l'infrastructure AWS. Maintenant, une partie de la responsabilité, elle est chez vous. C'est-à-dire que nous avons besoin de vous pour faire du Green IT, pour consommer moins, avec des applications qui sont, elles, plus efficaces. Pour donner un peu quelques ordres de grandeur, et ce sera un petit peu simplificateur, mais quand on a regardé l'utilisation des serveurs, des machines virtuelles, voici une courbe classique. Elle parle assez bien. Il y a une grande majorité de serveurs qui sont utilisés en gros à moins de 20-25%. Il y a une petite frange de serveurs qui sont utilisés à 95% et plus. Et entre les deux, c'est un peu le désert. Il n'y a pas grand-chose. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des marges de progression ici, puisque ce qui nous intéresse ensemble, c'est de pousser tout le monde sur la droite. C'est évidemment d'arriver au maximum sur les 100%. Alors, il y a des choses simples, hein, bien sûr, à mettre en place, comme bien sûr arrêter les serveurs quand on n'a pas besoin. Je pense que Paul en parlera aussi. Le soir, le week-end sur du développement et ainsi de suite. Donc ça, c'est généralement assez facile. L'étape d'après, c'est de faire de l'élasticité automatique. Donc en fonction de la charge réelle, adapter la quantité d'infrastructure en fonction de ça. Et peut-être une troisième approche qu'on appelle du serverless, c'est de dire finalement, ne vous occupez plus de cette partie-là dans vos applications, mais laissez les services AWS gérer ce placement, gérer l'utilisation automatique des ressources. Et là, avant de laisser la parole à Paul, je vais vous donner deux exemples qui sont extrêmement spectaculaires. On va passer, pardon, qui sont extrêmement spectaculaires, qui sont ici. C'est deux clients français, Terega, ils transportent du gaz dans le sud-ouest de la France, ou la banque Edel, qui est la banque du groupe Édouard Leclerc. Ils ont redéveloppé des applications en mode serverless et ils ont réduit de 99%, voire de 99,98% leur facture AWS. Ce qui veut dire qu'en fait, ils ont réduit leur consommation de ressources d'un facteur équivalent. Alors pourquoi il y a deux chocolatines à droite? Parce que Banque Edel, ils sont à Toulouse, et à Toulouse, on dit chocolatine. Et maintenant, je passe la parole à Paul pour nous parler vraiment de Phoenix. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, bon, encore une fois, je m'appelle Paul Pacheco, je suis le CTO de Phoenix. Je suis ici pour vous parler donc de ma boîte qui prend vraiment à bras le corps le problème de la frugalité et le problème du gaspillage, que ce soit de ressources. Et justement, notre cœur de métier, c'est le gaspillage alimentaire. Donc, je vais un peu vous parler de notre première activité. Qu'est-ce qu'on fait? On est les leaders d'un jeune marché, celui de la revalorisation de tous les invendus, qu'ils soient alimentaires ou non alimentaires. On essaie d'imaginer plein de solutions pour que les produits ne terminent pas à la poubelle, ne terminent pas en déchets. Aujourd'hui, il y a des chiffres gigantesques, des tonnes et des tonnes de produits qui sont déjà produits, transformés, déjà cheminés et qui finissent tout simplement en tant que déchets, donc qui finissent même incinérés ou enfouis. Et donc, notre but, encore une fois, c'est d'imaginer toutes sortes de solutions et de les créer avec des process terrain, produits et IT pour gérer tous ces flux aujourd'hui d'invendus et leur trouver une seconde vie la plus propre possible et le plus proche possible, puisqu'on essaie de faire tout ça en économie circulaire. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a créé des services. C'est des petits icônes que vous pouvez voir. On fait du stickage vente date courte. Donc, tout simplement, on a une petite imprimante connectée avec un mobile. On peut scanner un code barre et dire on applique moins 30% et ça régénère directement l'étiquette et on peut directement passer en caisse avec ça. On fait aussi notre premier service a été du don aux associations, donc, avec une aide défiscalisée pour les entreprises qui veulent le faire, s'ils donnent proprement et dans des bonnes conditions à des associations qui sont reconnues d'utilité publique. Ça génère vraiment, Phoenix a aidé à générer entre 4 et 5% de la revalorisation des paniers alimentaires qui sont donnés aux associations. Donc c'était vraiment un énorme service qu'on a mis en place. Et pour tous les produits qu'on ne peut pas donner aux associations, mais qui sont toujours de très bonne qualité, il y a toujours la filière revalorisation animale pour tout ce qui est zoo, ferme, parc animalier. On peut toujours les donner, ça fait toujours des produits qui ne terminent pas, encore une fois, enfouis ou incinérés. Et depuis 2 ans, on s'est lancé aussi sur le marché du B2C pour conquérir le client monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Et donc on a fait une application mobile et tous nos commerçants qui ont des produits périssables, que ce soit alimentaires comme des boulangeries, des sushis, n'importe quoi, non alimentaires comme des fleuristes,
ou n'importe quel commerce, avant de fermer, peut aller sur le back-office commerçant et saisir le nombre de paniers qui lui reste avec la réduction qu'il lui faut et ça lui fait un flux de nouveaux clients et ça lui fait encore une fois des déchets en moins et des coûts de traitement de déchets qui réduisent. On existe depuis 4 ans et demi et vraiment, on fonctionne à la performance, c'est-à-dire que tous nos services enlèvent un centre de coût qui est le traitement du déchet et rapportent une économie puisqu'on recrée donc des paniers de produits à partir d'un vendu. Donc là où il y avait un centre de coût, ça devient une économie et ça devient même un moyen de gagner de l'argent pour nos clients et on fonctionne à la performance et c'est pour ça que depuis 4 ans, on ne cesse de progresser, on ne cesse d'évoluer et c'est un sujet qui devient de plus en plus prioritaire pour la société. Le gaspillage est de moins en moins accepté, ce qui est tout à fait normal. On a commencé il y a 4 ans vraiment avec des spreadsheets Excel, du téléphone et vraiment comme des traders d'invendus. Et d'année en année, on ajoute de plus en plus d'IT, de plus en plus de CPU, de RAM. Il faut qu'on scale tout ça. Et donc, on a créé des merveilleux outils. C'est les captures d'écran que vous voyez là. C'est ce qui nous permet vraiment de nous différencier de nos concurrents et ce qui nous permet vraiment de prendre de la place. C'est tout d'abord le sens de notre mission. Comme j'ai dit, c'est de moins en moins accepter le gaspillage alimentaire. Voir des produits javellisés dans les poubelles, voir des magasins qui ne savent pas quoi faire de leur chambre froide quand on va se confiner. Tout ce genre de choses, c'était déjà très difficilement acceptable avant et aujourd'hui, avec le nombre de personnes qui n'arrivent pas à manger à leur faim, etc., ce n'est juste plus acceptable et la situation de notre planète. Notre plus gros point fort, c'était notre présence sur le terrain. On est d'abord présent dans toutes les provinces en France, à Paris. On est aussi présent en Espagne et au Portugal. On ouvre 2 nouveaux pays qui sont la Belgique et l'Italie en début d'année prochaine. Et on est au plus près depuis 4 ans des stocks d'invendus. On est vraiment au plus près des rayons frais, des boucheries, des centres et de nos associations. On a créé on a créé tout un, comment ça s'appelle on a créé toute une zone de magasins et d'associations qui sont prêtes à travailler ensemble pour qu'ils puissent gérer ce flux d'invendus. On a une croissance qui est à la fois sur le marché B2B et sur le marché B2C. On commence à être connu du grand public. Notre marque prend de la force, qui est vraiment un bon signe. Et le fait qu'on soit donc multicanaux, à la fois chez les industriels, chez les distributeurs et chez le client final, ça nous permet d'être à toutes les étapes de la chaîne du gaspillage alimentaire. Et le but, c'est qu'on voit les solutions Phoenix à chaque étape de ce gaspillage, là où le gaspillage peut être possible. Et une des plus grandes forces de notre société, c'est de s'adapter très très rapidement. On est une société très agile. Tous les 6 mois, il y a des nouveaux services, des nouvelles idées, des nouveaux gros changements. Et donc, notamment il y a 6 mois, il y a 6 mois, 1 an, on a décidé vraiment de mettre le paquet sur l'informatique. On était une boîte qui était à la base, donc pour la slide d'après, on était une boîte qui était à la base assez, pas de problème, qui était assez low-tech. Et il y a 6 mois, il y a 1 an, il y a eu un assez gros changement dans la boîte. On voulait changer aussi du modèle qui était très ESS dans les 2 premières années vers un modèle qui était plus startup tech for good. On voulait vraiment numériser, digitaliser toutes nos activités. Là, on était vraiment, encore une fois, très présent sur le terrain, ce qui était très bien. Là, il fallait vraiment qu'on arrive à avoir de la data, qu'on arrive à remonter tout un tas de choses et qu'on ait des infrastructures qui tiennent tout simplement la charge. On commence à avoir de plus en plus de clients avec de plus en plus de connexions grâce à la force de notre marque. Donc, d'un point de vue purement technique, ce que vous pouvez voir sur ce slide, c'est notre toute nouvelle infrastructure. On a entamé un projet donc d'une migration applicative et infrastructure de 6 mois. C'est un partenaire qui nous a aidé à faire ça, qui s'appelle Born2Scale, qui est un expert dans les technologies AWS pour faire des infrastructures résilientes et haute disponibilité. Et donc, ça, c'est uniquement pour notre application e-commerce. On a tous les aspects d'une application e-commerce, c'est-à-dire qu'on a une charge forte constamment, mais en plus, en période de pic, que ce soit lors des apparitions médiatiques, que ce soit lors de situations un peu diverses et variées, comme des confinements, comme des newsletters de restaurateurs qui nous appellent à utiliser notre solution, etc. On est amené à avoir de très très forts pics. Et pour gérer ça, avant notre infrastructure monolithique, on était obligé donc de faire le contraire de la frugalité. On était obligé de prendre la plus grosse machine pour tenir dans les cas les plus difficiles au niveau de la charge volumétrique. Et c'était pas du tout bon puisque tout simplement, lorsqu'on avait de la charge normale, on était toujours sur cette machine qui était chargée à 10 ou 20% grand maximum. Et donc c'était plus possible que ça dure autant. On a entamé une grosse migration d'un code monolithique, on l'a découpé en microservices et on a découpé une image en plusieurs images. Et derrière aussi l'infrastructure qui était sous Azure est très monolithique. On a développé un cluster élastique EKS qui est résilient, redondant,
avec différents services AWS. Alors tout d'abord, on a utilisé AWS Organization avec les AWS Accounts, ce qui fait que pour chacun en fait de mes environnements, j'ai un compte AWS et ça me fait un peu une centralisation de paiement sur un compte master. C'est très très pratique pour moi, ce qui me permet de voir vraiment tous mes centres de finalement mes comptes AWS sont des centres de coûts. J'ai un compte principal qui me permet de voir combien j'ai dépensé au final par mois. Euh, Niveau sécurité réseau, on a utilisé AWS VPC et Route 53 bien évidemment. Et on a bien sûr séparé les réseaux, c'est-à-dire tout ce qui est accès en interne pour notre cluster se fait via un bastion et nos utilisateurs bien sûr n'ont accès qu'au load balancer AWS, à l'Elastic Load Balancer. C'est la prochaine brique qu'on a utilisée, donc c'est l'Elastic Load qui permet de gérer toute cette charge-là après sur deux HA proxy euh, pour après balancer ça sur notre Elastic Cluster EKS. Donc nos images Docker tournent dans un cluster Kubernetes pour qu'ils puissent orchestrer automatiquement nos pods. Euh, ça, Ça a vraiment rendu notre infrastructure élastique et redondante. C'est vraiment cette brique-là qui permet l'élasticité, c'est-à-dire qui va monter sur un nœud plusieurs pods applicatifs et on peut augmenter donc la charge directement en up ou en down automatiquement. Et, euh, et le tout, bien sûr, si jamais nous on fait des montées de version, maintenant il n'y a plus aucune coupure de service. Si jamais il y a n'importe quel bug, on peut tout de suite fallback sur l'image d'avant. Donc ça nous donne vraiment un taux d'accessibilité de service optimal. Pour la base de données aussi, on était aussi sur du MySQL et là on a changé pour Aurora, qui nous donne beaucoup plus de performance encore une fois, qui est intégré bien évidemment à notre infrastructure. Pour tout ce qui est session, on a Elastic Cache for Redis, bien évidemment, qu'on utilise aujourd'hui. Et toute notre infrastructure, elle n'a pas été faite sur la console. Ça aussi, c'est une énorme nouveauté pour nous en interne. On rentre dans le monde du DevOps aussi. On peut modifier notre infrastructure. On peut changer le type de machine, le type d'instance. On peut changer ce qui fait qu'on scale up, ce qui fait qu'on scale down. On peut changer tout un tas de triggers et de metrics directement via des check-ins dans le code, vu que toute notre infrastructure est terraformée et sous CloudFront. Et donc, on peut modifier, on peut la faire évoluer et on peut mettre à jour directement depuis un repository GitHub notre infrastructure, ce qui est très très puissant. Ce que vous voyez Merci. rapidement juste à gauche et à droite, c'est à droite, on sort bien évidemment en HTTPS sur nos services externes, et à gauche, bien évidemment, on sort sur nos assets statiques sur des buckets S3 de manière assez classique. Merci Paul. Je crois que tu m'avais dit aussi que c'est vraiment ancré dans votre culture chez Phoenix, que vous avez même des unités de mesure particulières. Bien évidemment, donc encore une fois, notre mission, c'est d'essayer de réduire le gaspillage. Donc au début, c'est notre cœur de métier, donc c'est normal qu'on se l'applique à nous-mêmes dans le service IT dans la frugalité justement informatique. Donc la dernière slide que toi tu avais montré, Stéphane, donc avec les actions 1, 2 et 3, nous on en est vraiment à l'étape 1 et 2. Donc on en est juste à l'étape avant le serverless pour le moment. Mais c'est déjà pour nous un énorme gap, surtout que bien évidemment maintenant tous nos serveurs s'éteignent automatiquement la nuit, nos serveurs de dev, de QA, de staging s'éteignent automatiquement la nuit et les week-ends. Tout notre environnement de prod maintenant est élastique, c'est-à-dire la nuit quand il y a vraiment très peu, voire pas de clients sur les applications, et ben, ça se réduit vraiment au strict minimum vital. Et dès le matin, on peut même programmer progressivement à quelle heure on va rescale up pour que ça ramp up, pour prévoir les premiers pics de flux qui arrivent aux alentours de 9 h du matin pour notre application en tout cas. Donc ça, c'est sur vraiment l'aspect frugalité. Mais sinon, pour la boîte, si on ne parle pas que de l'IT, si on parle d'Aphénix, à tous les ans, nous, on a vraiment le chiffre des 10 millions de tonnes qui partent à la poubelle, des 8 millions de personnes qui ont du mal à se nourrir. On parle aussi de ce qu'on arrive à faire, hein, pas que des rappels ce qui existe tous les jours. Mais Phoenix, c'est 40 millions de repas en 2019. C'est vraiment donc des paniers repas, c'est 750 grammes de nourriture diverses et variées. Un panier repas, ce qu'on appelle un panier repas qu'on peut distribuer en association. Et ben, on a contribué à 40 millions de repas et c'est vraiment une fierté, c'est un impact social très très fort chez nous. Et on a aussi un impact environnemental sur les émissions de gaz à effet de serre. On les compte par jour, mais surtout en année, c'est 90 tonnes de CO2 évitées. Et après, si on veut s'amuser à traduire ça chez nous, il y a bien sûr l'aller-retour New York, il y a combien de fois on a fait le tour du monde, combien de fois. Il y a tout ce genre d'indicateurs et ce genre de data vise présente à Phoenix. C'est des chiffres qui nous sont constamment rappelés tous les 6 mois quand on a nos gros meet-up.
On doit continuer bien sûr à avoir un impact dans le business, mais on doit bien sûr avoir un impact social et environnemental. C'est vraiment le sens, c'est un peu la mission de notre boîte, d'allier tout ça. Un immense merci, Paul, et super, et bravo pour ce que vous faites. Donc, ce n'est pas terminé, la journée n'est pas terminée, et Paul et moi-même, nous vous retrouvons là immédiatement dans les espaces de networking. Donc, à tout de suite, surtout si vous avez des questions ou vous voulez approfondir les discussions. Merci, à À tout de tout de suite. suite.